J'ai connu Laurent quand j'avais 6 ans et lui 7. Nous allions chez la même nourrice à 2 maisons de chez lui. Je me rappelle que vers 15 ans, il s'était pris de passion pour les voitures à essence télécommandées. Il avait même réussi à m'embaucher pour creuser un terrain de cross dans le fond de son jardin. Je suis Stéphane Molineau, étudiant en agriculture naturelle à l'EAD, École d'agriculture durable. Je débute en jardinage et ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi que je m'occupe du jardin ici. Un jardin qu'on appelle l'Aveyron Road Garden. J'ai complètement oublié ce petit carré de verdure tout en haut du terrain, caché qu'il était en permanence par une haute haie de laurier. 25 ans plus tard, en février 2012, Laurent m'a proposé d'en disposer pour y faire mes expériences de jardinage. Je venais de commencer une formation en agriculture naturelle, la haie de laurier a été rabattue au printemps dernier et je termine actuellement la 2e saison de culture. En arrivant ici, je me suis retrouvé confronté à plusieurs problématiques, à commencer par la pente du terrain qui est exposée au nord, avec au sud une grande bâtisse qui vient couper les rayons du soleil et qui fait qu'un large tiers du terrain n'est quasiment jamais exposé directement au soleil et qu'un deuxième tiers ne l'est qu'au beau jour. La deuxième grande problématique concerne le sol qui ici est particulièrement argileux. Nous sommes sur le flanc de la butte témoin du Parisis. Les plantes spontanées indiquent un engorgement en matière organique non décomposée, dû justement au fait que ces argiles ont la capacité de se gorger d'eau à la première grosse pluie et qu'ils se compactent s'il fait trop chaud ou trop sec. La partie ouest du terrain est restée en friche pendant très longtemps. J'y cultive depuis cette année à même le sol d'origine, sans désherber, sans apporter aucun fertilisant. Et puis au sud, dans l'une des parties les plus ensoleillées du jardin, j'ai installé une serre avec à son pied une plate-bande qui me sert de pépinière. Dans la partie est du terrain, j'ai monté des buttes, ce qui me permet de réorienter légèrement la pente en direction du soleil, ce qui permet également d'augmenter le taux d'humus et donc la capacité du sol à absorber les excédents d'eau de pluie. Décidément, il est particulièrement vilain ce vieux composteur en plastique que le voisin a laissé là. Comme il y jetait toujours ses déchets ménagers, je n'y ai pas touché. Cette année, j'ai même planté 2 capucines à son pied. C'est un cycle vertueux. Il offre les reliefs de ses repas, le jardin les lui rend sous la forme d'une abondance de feuilles et de belles fleurs comestibles. Un débordement anarchique à travers le grillage, une tache de couleur en bordure de la grande pelouse uniformément verte. Cette simple scène anodine illustre à elle seule toute la problématique de l'agriculture naturelle. Démontrer par l'exemple qu'il est possible de cultiver un champ qui soit à la fois productif, auto-fertile, diversifié et tout simplement beau pour toutes ces raisons. Pour que le système s'équilibre, ce que l'on prend à la terre doit lui être rendu d'une manière ou d'une autre. En cela réside toute la magie du vivant, puisque les plantes utiles aux hommes sont souvent celles qui affectionnent aussi leurs déchets. Il m'apparaît primordial, voire essentiel, de partir de la graine. J'aimerais produire à terme mes propres semences. Je pratique le semi-direct, une technique pour le moins aléatoire, mais j'ai tout de même obtenu cette année des résultats encourageants en enrobant les graines dans des petites boulettes d'argile, selon la méthode de Masanobu Fukuoka, le père de l'agriculture naturelle moderne. En débutant la saison 2013, mon objectif n'était pas tant de produire beaucoup de légumes que d'appliquer à ce jardin potager les principes de l'agriculture naturelle, qui sont au nombre de 4. Pas de labour ni de travail en profondeur du sol, pas d'engrais, pas de traitement chimique, et enfin ni sarclage ni arrachage des herbes sauvages spontanées, tant qu'elles ne constituent pas un réel problème. Pour toutes ces raisons, ce qui surprendra au premier abord, c'est l'aspect sauvage, spontané, anarchique et désordonné du jardin naturel. Ma première et sans doute plus grosse erreur a été de considérer qu'il fallait forcément recréer beaucoup d'humus de la première année,
C'est pourquoi j'ai monté des buts en apportant près de 2 tonnes de matière végétale. Je sais aujourd'hui que c'était non seulement une perte de temps et d'énergie, mais qu'en plus c'était contre-productif puisque les micro-organismes du sol consomment de l'azote pour transformer la matière organique en humus, ce qui entraîne une fin d'azote et donne des légumes chétifs qui ont du mal à former leurs feuilles. Autre gros inconvénient, les limaces qui trouvent là à la fois le gîte et le couvert. Et je ne peux pas leur en vouloir puisqu'en quelque sorte c'est moi qui, en provoquant cet excès de matière organique, les ai invités à venir pour rétablir l'équilibre. Agir et toujours agir plus pour compenser les effets néfastes d'une précédente action, c'est ce que semble vouloir se contenter de faire l'agriculture conventionnelle. En agriculture naturelle, nous suivons plutôt la voie du non-faire, c'est-à-dire de l'observation et du respect et de la connaissance des cycles naturels. Sous la haie des Thuyas qui longe la maison, j'ai repéré cet été une petite colonie de pousses vertes. Il s'agit de la morelle noire, une plante de la famille des tomates et de la pomme de terre. Ces petites baies acidulées sont comestibles, à condition qu'elles soient bien noires et donc bien mûres. Nous ignorons bien souvent les richesses que recèlent nos jardins et nos friches. Avant même que mes graines d'amarante queue de renard n'aient germé, l'amarante sauvage pointait déjà le bout de ses feuilles. Elles rivalisent maintenant toutes deux, à savoir laquelle sera la plus grande, et au jeu de celle qui produira le plus de graines, la rouge est sans doute la championne. Pour l'étude, j'ai quadrillé cet hiver à la partie est du jardin avec des planches de coffrage, ce qui m'a été utile pour m'y retrouver cet été dans le fouillis végétal. D'année en année, j'espère pouvoir augmenter la densité des légumes cultivés. Et puis je rêve à terme d'un jardin qui pourrait se cultiver de lui-même et où il n'y aurait plus qu'à récolter. L'année prochaine, je serai moins présent pour m'occuper de l'Aveyron Road Garden. Je m'en vais pour de plus grands espaces. Mais comme je sais que Laurent n'aime pas trop avoir à s'occuper du jardin, j'ai donc favorisé des plantes qui se ressèment d'elles-mêmes, qui restent en place plusieurs années, ou qui se multiplient spontanément par leurs racines. Je reviendrai régulièrement pour continuer, avec l'aide de la nature, à sculpter des touffes de verdure et à peindre des bouquets de fleurs vivants. L'agriculture s'est vue prise en otage par l'esprit scientifique très étroit qui domine notre temps, alors qu'elle n'était à l'origine que cycles fluctuants et circonvolutions exubérantes.